6 novembre 2004, vers 13 h, 2 avions de chasse ivoiriens décollent. Une demi-heure plus tard, ils bombardent à Bouaké, dans le centre du pays, cette base militaire française. Bilan, 9 morts, 38 blessés. Pour Paris, il s'agit d'un acte de guerre caractérisé. Représailles françaises, 1 heure plus tard. Les 2 avions de chasse ivoiriens sont détruits au sol. Même sort pour 4 hélicoptères. Ces 6 appareils formaient la totalité de l'aviation de combat ivoirienne. Ils étaient la fierté du pays. Le matin même, ils faisaient la une des journaux. Dans l'hôtel où nous nous trouvons au moment des faits, les clients se branchent sur la télévision nationale ivoirienne, la RTI. Les programmes s'interrompent, l'hymne national passe en boucle. Au journal de 20 h, des habitants d'Abidjan crient leur colère contre la France. En ce moment, on ne se bat contre la France. Est-ce que vous comprenez? Nous voulons que les Français quittent le Côte d'Ivoire, ils doivent partir chez eux. Les clients de l'hôtel sentent que la situation est en train de basculer. On risque de mourir, même dans un taxi, on risque de nous attaquer. Tout ce qui est blanc, on l'attaque. Je viens de recevoir de la part de certains amis intimes, ivoiriens, qu'il ne faut pas sortir de l'hôtel, on risque de mourir. Ah oui, c'est la peur. On aimerait bien partir demain sur Dakar, mais c'est inquiétant. Vers 21 h, le chef du mouvement des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, apparaît en direct. Je ne vous demande pas d'aller attaquer les pauvres Français qui sont chez eux à la maison et qui n'ont certainement rien à voir avec cette situation. Je vous demande maintenant, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous êtes en train de manger, arrêtez de manger. Levez-vous maintenant. Allez libérer l'aéroport de Côte d'Ivoire. Une question se pose à nous maintenant au stade où nous sommes. Mourir dans la honte ou mourir dans la dignité? Êtes-vous prêts à mourir dans la honte ou dans la dignité, camarades? À la dignité! Vous avez bien dit dans la dignité! Tous à l'aéroport, tous au 43e dimanche, ne dormez plus, laissez les bus, tous dans les rues. J'appelle dès maintenant à une résistance populaire pour libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas un quartier de Paris. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Nous avons le destin de la Côte d'Ivoire. Devant la télé, les employés de notre hôtel applaudissent. Une heure plus tard, les manifestants commencent à défiler sous nos fenêtres. Les jeunes patriotes sont les principaux soutiens du président ivoirien Laurent Gbagbo. Ils empruntent l'un des ponts qui enjambent la lagune, le pont Charles de Gaulle. Ce pont mène à la principale base militaire française, le 43e BIMA, et à l'aéroport international d'Abidjan. Les manifestants viennent des quartiers populaires du Nord, Yopougon, Adjamé. Les 2 ponts, Charles de Gaulle et Houphouët-Boigny, sont les 2 seuls accès vers le sud de la ville et la base militaire française. Il est 11 h du soir. Du toit de notre hôtel, nous entendons des hélicoptères arriver. Depuis le ciel, des hélicoptères de l'armée française tirent sur les manifestants des civils. Balles traçantes, grenades assourdissantes et rafales de mitrailleuses. Panique dans la foule, les manifestants refluent. Quelques minutes plus tard, ils repartent dans l'autre sens. Les hélicoptères français tirent à nouveau pour couper l'accès à la base du 43e BIMA. Même les manifestants isolés sont pris pour cible. Les rares voitures qui se dirigent vers le sud de la ville sont tirées à vue. Celles-ci en réchappent. Les 2 suivantes auront moins de chance. Les
les hélicoptères français effectuent une trentaine de passages. Pendant les 4 heures qu'a duré l'attaque, nous n'avons pas vu un seul manifestant tirer un coup de feu. Quelques militaires ivoiriens armés rôdent en bas de notre hôtel. Le calme revient vers 3h30 du matin. En plus des attaques aériennes sur les ponts, il y a eu cette nuit-là des affrontements directs entre Français et Ivoiriens, devant le 43e BIMA et à l'aéroport d'Abidjan. Vers 7 heures, les manifestants repassent sous nos fenêtres dans l'autre sens. Les exactions ont commencé dans la nuit après les combats. Des pilleurs emportent leur butin, ils ont dévalisé les maisons des Blancs et de nombreux magasins. Au lendemain du soulèvement, un calme précaire règne sur Abidjan. Aucune voiture. Quelques passants ont recommencé à circuler sur le pont Charles de Gaulle. Dans le ciel, un balai d'hélicoptères français. Ils vont chercher aux 4 coins de la ville des Blancs affolés pour les mettre en sécurité sur la base du 43e BIMA. Nous avons vu des gens tomber sur le champ à côté de nous. La télévision nationale ivoirienne revient sur les événements de la nuit. Elle parle de 30 morts, impossible à vérifier. Et plusieurs morts. Nous vous en proposons quelques-uns. Je vous préviens que les images sont dures. Donc on a pris les 2 corps de nos camarades. 2 cadavres de manifestants ont été traînés devant l'ambassade de France. Et nous avons décidé de les transporter à l'ambassade de France pour montrer à l'opinion internationale et nationale que les civils en même nuit, même les civils en même nuit, l'armée française attaque les civils de Côte d'Ivoire. D'accord. Nous quittons notre hôtel. Le centre-ville d'Abidjan est totalement désert. Direction le pont Charles de Gaulle, celui où les tirs ont eu lieu cette nuit. Les militaires français ont pris position. On s'arrête là ? Oui. Dans le goudron, des impacts de plusieurs centimètres de profondeur témoignent de la violence des attaques aériennes de la veille. Les soldats français n'ont pas dormi de la nuit. Ils sont nerveux. Des tirs sporadiques partent du bord de la lagune. Les Français contrôlent toutes les voitures. Nous assistons à une scène qui illustre la tension entre les civils ivoiriens et les militaires. Un mot de travers et ça dégénère. Ici là c'est la Côte d'Ivoire, hein, tu sais pas ça. Attends, ici là c'est la Côte d'Ivoire, hein, tu sais pas ça. On se calme. Dépose ton arme, on se passe nous deux. Dépose ton arme, ça va pas non. On recule. Dégage, dépose ton arme, qu'est-ce que c'est nous deux, on va se défaire. Dépose ton arme, dans notre pays, on fait circuler comme on veut. Dépose ton arme, attends, dépose ton arme, tu vas voir ce que tu vas montrer. Écoutez si tu vas voir. Écoutez. Dis ça en même temps, arrête de frotter. Dépose ton arme, tu vas voir. De la chance. Il y a la chance. La chance, nous on n'a pas d'armes, on n'a pas d'armes. Est-ce que tu as vu on a arme? Il y a la chance. Il faut se poser, tu vas voir, pour 2 seulement. Il faut dire à tes camarades de quitter. 2 pour 2. Fermez vos gueules. Ta gueule, ta gueule. Vous avez une gueule aussi. Vous avez une gueule. C'est pas une manière de parler. Non, attends. Il faut lui parler à lui. Parle à lui. Il a tapé la gauche à son Mais c'est pas ici, c'est pas votre pays. C'est pas comme ça on parle aux gens. On ne vous a pas appris à respecter les gens ou quoi? L'éducation qu'on avait besoin. Il était frappé. Allez, dégage de là. Tu as besoin de l'éducation, toi. Tu as besoin d'être rééduqué. Allez-retour. Vous n'avez jamais gagné de guerre. Vous maintenant vous Allez, embarquez. Moi, je n'ai même pas fait les compétitions. Il a fait, tu vas tirer. On va pas me tirer. Je ne plus quoi. Embarquez au Viens là. Bonne journée, mademoiselle.
premiers signes des exactions commises la nuit précédente. Des Français choqués viennent se mettre sous la protection de l'armée. Bon, mais écoutez, on vous accueille. Avec j'ai plus rien. Moi, tout mon argent, mais... Ils m'ont pris tous mes papiers, j'ai plus de passeport, j'ai plus de pièce d'identité, j'ai plus de carte de crédit, j'ai plus rien. Mais non, je peux pas dire qu'ils ont été méchants avec moi, hein. À part un avec sa machette, quoi, parce que je voulais récupérer mon passeport absolument. Et... Moi, je suis arrivé un peu... Non, mais il n'y a pas de problème, monsieur. Dans cette voiture de l'ONU, un Français est évacué. Il a un œil crevé et des côtes cassées. Il a été tabassé par des manifestants. À la nuit tombée, des jeunes dressent un barrage enflammé au bout du pont. L'armée est à nouveau submergée d'appels à l'aide de Français en difficulté. Un convoi s'organise. 2 bus encadrés par des hommes en armes et des blindés. Nous montons dans l'un des cars. À l'avant, un jeune militaire est évanoui. L'épuisement, le stress, la chaleur étouffante. Une pelleteuse dégage les barrages pour laisser passer le convoi. Il est 19h. Traversée d'Abidjan, ville fantôme. Le bus se remplit peu à peu de ressortissants français qui ont tout perdu. C'est inimaginable. Je n'ai pas encore compris ce qui m'est arrivé. Voilà, c'est tout ce qui me reste. J'ai pas eu de papier. J'ai pas de papier. J'ai plus rien. J'ai plus de voiture. J'ai plus rien. Voilà. On a été molestés pendant 4 heures d'affilée dans une salle de bain. Ils nous ont rien fait de spécial, mais c'est... Mais oui, il y a eu une réelle peur cette nuit. La nuit était longue. À l'arrivée du convoi, des familles accourent avec quelques effets personnels. Beaucoup de ces Français vivent ici depuis de nombreuses années. Mais cette nuit, ils n'espèrent qu'une chose, fuir le pays au plus vite. Un hôtel a été réquisitionné. Une partie des Français dormira en ville, sous protection des blindés. Minuit. Le convoi arrive à son terminus, la base du 43e BIMA. Aux abords du camp, des traces d'affrontements. Les manifestants avaient encerclé la base. Ils ont brûlé des voitures et renversé des camions. Les militaires ont fait des remparts avec des containers pour reprendre le terrain. L'armée a improvisé un camp de réfugiés pour les Français. Ici, on est plein d'émotions, c'est qu'on est content d'être en sécurité. Vous comptez revenir en Côte d'Ivoire prochainement? On n'en a pas envie, franchement. Ce que je propose, c'est que les mères et les enfants puissent de suite aller s'installer dans la première partie du hangar pour se reposer un petit peu, pendant que les maris ou les compagnons font les formalités parce que c'est un petit peu long. À l'issue, vous serez alimentés. Puis vous serez dirigé vers une zone de bivouac où vous passerez la nuit. La base du 43e BIMA est conçue pour accueillir 600 militaires. Avec l'exode imprévu de centaines de civils et les renforts armés, il y a plus de 3000 personnes dans le camp, 4 fois le maximum prévu. Est-ce que vous avez vraiment la capacité, vous, d'accueillir comme ça des centaines de ressortissants français? Aucune idée. Pour l'instant, on les accueille. Vous voyez, ils sont nourris. On va les loger sommairement, bien entendu, pour attendre au moins le moment où on pourra éventuellement les mettre dans des avions ou au contraire les laisser repartir chez eux. Il est interdit d'avoir une arme dans le camp. Ne vous baladez pas avec une arme. Plusieurs hangars ont été reconvertis en bivouac de fortune. Nous repartons dans Abidjan. Nous sommes à bord d'un véhicule blindé de l'armée française, car la ville n'est toujours pas sûre pour des Blancs.
Nous avons rendez-vous avec Michel Stouvenel, un Français qui vit en Côte d'Ivoire depuis 27 ans. Vous êtes sorti de la maison aujourd'hui ou pas? Non, moi je suis pas sorti. Je suis sorti que ce soir là. Bon, la consigne c'est bien sûr de rester chez soi. Dans la maison de Michel Stouvenel sont réfugiés les associés de son entreprise d'informatique et un stagiaire de passage. Michel Stouvenel a la double nationalité franco-ivoirienne. On discute 2 minutes. À 56 ans, il n'a pas l'intention de retourner dans ses Vosges natales. Allez, on fait. Pas de problème. Sauf que un certain nombre de Français ont été vraiment secoués, ils ont assisté à des pillages, ils ont été pris à partie dans leur maison. Il y a des femmes, des enfants qui sont avec leurs amis, avec leurs chiens, avec leurs chats. Ils veulent absolument être donc sur la base militaire de l'armée. Est-ce que l'appel au calme lancé par Laurent Gbagbo a été entendu par les Ivoiriens? En tout cas, nous, les Français qu'on a vus et qui ont entendu étaient soulagés mais méfiants. Cité le président de la République qui a été Les Stouvenel n'ont pas été pillés, par l'ensemble mais ils ont eu très peur. et de la communauté internationale. On entendait les coups de feu qui étaient comme une centaine de mètres d'ici, quoi. On était vraiment encerclés dans des rafales d'armes automatiques, et puis on entendait cette foule qui hurlait, et puis j'avais mes voisins, on se parlait par la fenêtre, elles voyaient les maisons qui étaient en train d'être pillées, et on se demandait s'ils allaient venir faire le tour du quartier pour venir jusqu'ici, quoi. Et on était vraiment très anxieux. Un salarié ivoirien de Michel Stouvenel vient faire le point. Il a une autre vision des événements. Est-ce que les gens sont au courant qu'il y a eu quand même d'abord une attaque militaire des Ivoiriens sur les Français, qu'ils ont tué des militaires français? Oui, mais les gens interprètent ça comme des dommages collatéraux. Il y a une guerre, on lance des bombes. Peut-être que par hasard ou bien par esprit, une bombe tombe sur un site français. Et qu'ils doivent rien faire, quoi, normalement? Si, ils doivent réagir, mais pas en disant tout. Parce que du coup, l'armée ivoirienne, il n'y a plus rien. N'a plus rien. Et ça veut dire que d'ici jeudi, les rebelles peuvent entrer à Abidjan tranquille, quoi. Il faut bien toucher Chirac d'une façon. Donc, si faut s'en prendre à des biens français ou bien à des Français pour que la France se sente concernée. On est un peu otage, quoi. Voilà, vous les Français, vous vous sentez en otage quand vous entendez ça? Mais on le sait, on le sait parfaitement qu'on est otage ici. On est nombreux, on est une communauté nombreuse et on sait que très très rapidement on peut s'en prendre à nous. On le sait, depuis des années. Donc c'est un petit peu... Alors, c'est dur. Dans la cuisine, Paulette, la nounou, craque. Qu'est-ce qu'il a raconté? Ils ont tout cassé. Elle arrive du centre-ville d'Abidjan. Et t'as vu, on n'a rien. Elles vont peut-être pas partir, elles vont partir, mais elles vont revenir. Elles vont revenir. Elles reviendront. Merci. T'en fais pas. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Elle a traversé la ville, et puis on a vu que tout était cassé, et puis, elle dit les filles vont partir. Les filles, c'est... Quand elle a vu tout ça, elle s'est dit, bon, ils vont s'en aller, quoi. Donc, les filles, c'est ses filles, hein. Elle les a eu bébés depuis toujours. On se lave à tour de rôle dans la piscine car l'eau est coupée. En attendant que le quartier soit sécurisé, le 4x4 bloque le portail d'entrée. On passe le temps. Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé l'agression sanitaire. Voilà, on va la mettre dans... 2 jours après le début des pillages, Michel Stouvenel a tenté une première sortie, pas plus loin que le bout de sa rue.
Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis allé chercher le reste de la nourriture dans le congélateur. Votre villa à côté de chez vous est vide. Vide, j'ai regardé par au-dessus du mur, il n'y a plus rien, ils ont enlevé la voiture et tout. On va aller chercher la voiture quand même tout de suite. Mais dis-moi, tu sais, il faut qu'on se dépêche parce que ça commence à se faire. Oui, on va aller chercher la voiture. Il y a des infos qui tournent, genre la France attaque le palais présidentiel, Oui. etc. On va pas très vous appelez depuis longtemps? La maison du voisin, la voici. Qu'est-ce qui s'est passé là ici? Ils sont venus? Comment? Ils sont venus là? Les pilleurs ont emporté tout ce qui pouvait l'être. La Mercedes, ils n'ont pas réussi à la faire démarrer, ils l'ont saccagée. Ils ont arraché la radio ici, il y a la radio. Oh la radio qu'ils ont arraché, ça c'est... À la nuit tombée, Michel Stouvenel ressort. Il a donné rendez-vous aux jeunes de son quartier. Ce sont eux qui l'ont protégé des pilleurs l'autre nuit en disant qu'aucun blanc n'habitait là. Bon, c'est une boisson de mon village. Hein, c'est quelque chose que j'ai ramené de mon village. C'est quelque chose qu'on fabrique avec un fruit qui n'existe pas ici. C'est jaune comme ça, c'est comme une prune, c'est la Mirabelle. Et celle-là a été fabriquée par mon frère même. Ensemble, au beau milieu d'Abidjan en feu, ils partagent une bouteille d'eau de vie des Vosges. C'est pas une consécration, mon gars. Je voulais te donner ça. C'est la première fois que tu ressors là depuis... C'est la première fois que je ressors en voiture, oui. Donc, et que je sors de mon quartier. Tout a été pillé. Mobiland, c'est de l'électroménager. Donc vous voyez, il n'y a plus rien. Tout est vide. La vidéo, Barno Informatique, c'est la librairie de France. Alors ça s'appelle librairie de France, à chaque fois ils ramassent, mais en fait c'est plus français. Ce sont les Ivoiriens qui ont racheté. Et ils ont d'ailleurs effectivement pensé à changer de nom parce que à chaque fois... 3 jours après les pillages, quelques cadavres traînent encore dans les rues d'Abidjan. Des pilleurs qui se sont battus entre eux ou des vigiles qui ont voulu résister. L'entreprise de Michel Stouvenel n'a pas été pillée. Il nous emmène voir l'école primaire où ses filles ont fait leur scolarité. C'est une salle de classe, ça? C'est la maternelle, les petites maternelles. Ouais. Quand tu vois ça, tu ressens quoi? C'est révoltant, c'est même pas pour voler, c'est pour casser, c'est pour s'en prendre à un truc qui, en plus, c'est gratuit, ça sert à rien. L'armée française a repris le contrôle de la ville. Les Ivoiriens que nous croisons ne sont pas hostiles. Nous ne comprenons rien que la France vienne s'en prendre à nous. Est-ce que nous voulons savoir? Nous voulons savoir ce qui se passe au juste. Si nous avons fait quelque chose qui ne plaît pas aux Français, qu'ils nous disent en face. Vous voyez, entre hommes, on peut dialoguer. Des groupes de jeunes patriotes se dirigent vers le quartier chic de Cocody. Ils vont se masser autour de l'Hôtel Ivoire, établissement de luxe et fierté nationale qui domine la lagune. Nous avons entendu dire que la manifestation est tendue, nous décidons de nous y rendre. Faut pas casser, hein. L'ambiance est électrique. Les jeunes nous encerclent, mais ils ne sont pas menaçants. Leurs seules armes sont de faux lance-roquettes faits d'une branche d'arbre et d'une bouteille de soda. Des bouts de bois en guise de fusil.
Plusieurs patriotes s'accrochent à notre 4x4. L'exaltation monte, nous préférons quitter la manifestation. On a tout donné au type là-bas. Non, je te jure. Je te jure. On veut parler. Les jeunes patriotes acceptent de descendre. Un coup d'accélérateur, nous repartons. Eh ben putain. Ça va mieux? Il y en a encore en dessus, hein. Oh putain. Il y en a encore en dessus du toit. Ok, go down, go down. On l'avait oublié, il est resté en dessus du toit. On t'avait oublié. Sorry. Ciao, merci, hein. Salut mon gars. Salut. Ces images de l'hôtel Ivoire tenues par les blindés français sont filmées par la télévision ivoirienne. Il y a des militaires français dans les étages, des tireurs, des blancs sont embusqués, on les devine derrière leurs jumelles. En bas, la foule est tenue à distance par des barbelés. Elle grossit sans cesse. À la mi-journée, les manifestants ont envahi toute l'esplanade devant l'hôtel. La foule est excitée mais pas agressive. Ni cailloux, ni bâtons, ni armes. Beaucoup de femmes. Les manifestants sont persuadés que les Français préparent un coup d'État contre le président Gbagbo, car la tour Ivoire est à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne. Des gendarmes ivoiriens tentent de faire reculer la foule, mais ils sont débordés. Les Français tirent. L'homme qui filme cette scène est un Ivoirien. Les militaires français le visent, la balle ricoche juste devant lui. Certains soldats français ont le canon levé, certains tirent à hauteur d'homme. D'autres tirs plus nourris partent des lignes françaises. La télévision ivoirienne filme les victimes sur l'esplanade. Des corps apparemment sans vie. Plusieurs blessés par balle. Un homme à la main arrachée. Un corps décapité par un tir de très gros calibre, peut-être une mitrailleuse. Qu'est-ce qu'on a fait, Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'on a fait à la France? Tout de suite après la fusillade, les blindés français quittent l'hôtel Ivoire. Les militaires ont abandonné dans les chambres des caisses de munitions, des sacs. Ils ont aussi laissé des rations alimentaires et un plan de tir. Dans la précipitation, un soldat a même oublié ses papiers. La télévision ivoirienne diffuse un reportage le soir même. Nous sommes ici au 6e étage de la tour de l'hôtel Ivoire. Toutes les chambres du palier, 12 au total, ont été investies depuis la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre par les soldats français. Chambre 661. Le spectacle est ahurissant. C'est d'ici que sont parties certainement les balles meurtrières qui ont explosé la tête d'une fillette et fait d'autres victimes mardi après-midi. Interrogé à Paris, Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, donne sa version des faits. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Il y a eu des coups qui sont traduits d'ailleurs par le fait que les soldats et gendarmes ivoiriens ont été molestés et à ma connaissance, un gendarme ivoirien a même été tué. Michel Alliot-Marie ne parle pas des tirs français. Pour savoir ce qui s'est passé à l'hôtel Ivoire, nous allons au 43e BIMA. Le patron des opérations en Côte d'Ivoire, c'est le général Poncet. Il reconnaît que ces hommes ont tiré. À un moment donné, la pression est devenue tellement forte que les CRS ivoiriens ont commencé à se faire lyncher, que des tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage
en évitant bien évidemment de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Ce n'est que plusieurs jours après cette interview que nous avons récupéré les images de la télévision ivoirienne. Elles contredisent les propos du général Poncet sur 2 points. Il y avait bien des soldats français dans la Tour Ivoire et il y a bien eu des blessés et des morts parmi les civils. Nous revenons avec le général sur un autre épisode, l'attaque des ponts. Dans la nuit de samedi à dimanche, des milliers de gens marchent sur le Bima. Comment vous réagissez à ce moment-là? Écoutez, je crois que l'objectif était très clair. C'était de s'emparer de l'aéroport et éventuellement de nous balayer des emprises du bataillon d'infanterie de marine. Donc comment vous avez réagi? Pourquoi vous envoyez les hélicoptères, par exemple? Justement pour dissuader et casser, si vous voulez, la manifestation en cloisonnant les manifestants et en gardant un grand nombre au-delà des ponts. Dans la presse que vous devez connaître sans doute, vous avez vu les images qu'ils font passer. On parle de boucheries françaises, ils montrent des choses terribles. Comment est-ce que vous pensez que la population peut refaire confiance à l'armée française alors qu'ils sont, depuis des jours et des jours, ils voient ces images-là dans la presse et disent que c'est vous qui avez provoqué ça? Écoutez, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je suis persuadé, parce que j'ai énormément de contacts avec beaucoup d'Ivoiriens, que ces agissements sont le fait d'une minorité, que les foules que nous voyons sont pour la plupart des pillards ou des éléments manipulés et que si la situation revient au calme, vous le constaterez, la population accueillera à nouveau avec un sourire les soldats français. Des soldats tiennent à nous montrer des impacts de balles pour nous prouver qu'ils sont parfois en état de légitime défense. Ça nous est arrivé samedi soir, ça. Sur un blindé et sur des casques. C'est 2 impacts directs de 7,62 soviétiques, d'AK-47, à une cinquantaine de mètres. Donc ça s'est passé à l'aéroport samedi. Et les 2 soldats qui étaient sous les casques? Les 2 soldats n'ont pratiquement rien. Un peu choqués, forcément. Un peu choqués et surpris, mais bien contents au final du matériel. Cet après-midi. En face, la télévision ivoirienne exhibe les munitions françaises. Un jour, une douille de gros calibre. On a une preuve ici, c'est une douille donc, que les militaires français ont tirée sur les jeunes qui étaient à l'Ivoire, mais nus. Le lendemain, carrément, un obus. Toute la journée, c'est antenne ouverte sur la RTI pour soutenir les jeunes patriotes. Les téléspectateurs font des dons en direct. Je donne 40 000 francs pour des patriotes qui sont dans les hôpitaux et 10 000 francs pour la RTI. D'accord. La télévision ivoirienne, la RTI, est occupée depuis le début de la crise par les jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. Par souci de sécurité, ils sont venus nous chercher et ils nous escortent. C'est ici que le chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudet, a pris ses quartiers. C'est moi? Blé Goudet, dit le général, un ancien syndicaliste étudiant âgé de 32 ans, la bête noire des Français. C'est lui qui a appelé au soulèvement populaire il y a 3 jours. En janvier 2003, il n'avait pas hésité à organiser une manifestation hostile devant l'ambassade de France. Nous ne voulons plus, on ne peut pas accepter que des gens qui ont tué nos parents viennent nous diriger. Jamais on ne peut l'accepter. Les partisans de Blé Goudet campent dans l'enceinte de la télévision ivoirienne 24 heures sur 24. Dès que Jacques Chirac a donné l'ordre à son armée de détruire les avions ivoiriens et de tuer le peuple de Côte d'Ivoire et que la résistance populaire a été lancée, c'est des dames qui sont venues de manière spontanée pour faire à manger aux patriotes qui sont dehors. Le général Blé Goudet est idolâtré par ses troupes. Il dénonce sans relâche la politique néocoloniale de l'armée française. Les Ivoiriens se sont sentis humiliés, indignés. Et ils ont regardé dans le rétroviseur et se croyaient encore comme au temps colonial. Les hélicoptères qui tiraient sur les manifestants, qui tuaient des enfants de 13 ans, des femmes, la nuit. Une femme enceinte qui a été tuée.
de 10 ans qui a vu sa tête décapitée. Et la presse française fait croire que ces manifestants étaient armés. Mais celui qui est armé, il n'organise pas une marche. Charles Blé Goudé nous donne rendez-vous à l'hôpital d'Abidjan. Il vient soutenir les blessés des derniers jours. Les premiers soins sont dispensés dans la rue. Ça va. Oui, c'est une balle. Une balle. Nous montons dans les étages pour interviewer des blessés. Lui a été pris dans un accrochage avec des blindés français. Pourquoi tirer sur des gens dont on voulait passer par le pont pacifiquement d'ailleurs? C'est là, on a entendu de l'autre côté, on a vu des chars français qui revenaient. Puis les deux bouts de l'autre pont étaient déjà occupés. Là, ils ont commencé à tirer en désordre. Chacun se cherchait, comme on le dit, chacun courait. Donc moi je me suis dit que en courant peut-être je pouvais recevoir une balle quelque part dans la tête. Là je me suis couché. Et le chat arrivé à ma hauteur s'est arrêté. Carrément il est sorti, il a sorti la grenade. J'ai dit bien une grenade qu'il a lancée. Ça c'est l'effet de Dieu. J'ai reçu là. Tout est là. C'est fracturé, l'autre côté c'est foutu. Donc voilà un peu l'état de... Vous pouvez humer l'odeur, hein, ça sent toujours. Les blessés nous sortent leur carte professionnelle pour nous prouver qu'ils ne sont pas des casseurs. Gérard Nguessan, instituteur. Je suis instituteur. Yoto Yepka, médecin. Je suis chef de clinique. Je ne suis pas un voyou, moi. Puis je n'ai aucun intérêt à tuer un Français. Pourquoi? Que m'a-t-il fait? Que m'a-t-il fait? Moi, je n'en veux nullement aux Français. Aucun citoyen français, je n'en veux. Mais je déteste cette politique animale envers les nègres. Ton Chirac nous a toujours traités. Nous sommes des hommes. Ah oui, mais les nègres se sont battus en 39, en 14, pour libérer la France. Quand même, un peu de souvenirs. Mais est-ce que tu as vu aussi qu'il y a des voyous aussi qui ont profité de la situation? Non, la situation est telle que la masse d'hommes qu'il y avait pouvait toujours renfermer des individus indésirables ou infiltrés. Ça, on ne peut pas le nier. Mais 99% au moins des manifestants étaient des patriotes, au menu, et qui n'ont saccagé rien. C'est seulement quand les Français ont commencé à tirer à balles réelles sur ceux qui marchaient sur l'aéroport et ceux qui étaient devant le 43e BIMA, qu'exaspérés, les gens, certains se sont livrés à des actes de vandalisme. Une infirmière intervient. Elle était à l'hôtel Ivoire la veille. Elle dit avoir vu tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé exactement? On était sous la bâche, chantait, soigné. Les jeunes chantaient, ils faisaient le tour. Entre les jeunes et les gendarmes, l'armée française, il y avait deux jeunes. Il y avait des gendarmes qui étaient là, qui étaient interposés. Les jeunes chantaient, les empêchaient d'aller chez les Français. C'est ainsi, un coup on attendait un bruit de là-haut. Il y a le gendarme qui était allé la crier, il a pris une balle dans le dos. Donc les gens ont commencé à paniquer, ont commencé à fuir. C'est dans ça les Français ont commencé à tirer sur les gens. Moi, j'ai perdu une camarade. C'est pas où se trouve son corps, mais c'est sa maman m'a mis une balle qu'elle est décédée. Le gendarme a pris une balle, l'autre courait, le deuxième encore a pris une balle. C'est ainsi le jeune qui était à la tête devant aussi a pris une balle de la tête, sa tête est explosée. J'étais là. 3 jours après le début des affrontements avec l'armée française, les Ivoiriens donnent un bilan. 54 morts à Abidjan et 1256 blessés. C'est fini. 4 jours après le soulèvement des Ivoiriens contre les Blancs, Michel Stouvenel a décidé de renvoyer ses filles à Paris. Plusieurs avions sont affrétés par le gouvernement français. 15 kilos de bagages autorisés par personne, 1 heure pour faire les valises. On pense à quoi là? Ah, tout ce que je vais devoir laisser en fait. J'ai envie d'emmener toute ma chambre. Tu es prête à partir, Jessie? Non. Non? Non.
T'as fait ton sac ou t'as pas envie? J'ai pas envie. T'as envie? Boukhari. Bon voyage, bon voyage. Un adieu rapide à la maison où les filles ont toujours vécu. En France. Une page se tourne. Dernières images de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, ils ont partagé. L'enregistrement pour Paris se fait sur la base du 43e BIMA. Les hélicoptères Puma sont en alerte, rotor tournant, prêts à décoller pour d'autres évacuations. La situation en ville est toujours tendue. Les familles continuent d'affluer. Ambiance de sauve-qui-peut générale. La cérémonie des Invalides en hommage aux 9 soldats français morts 4 jours plus tôt est diffusée en direct dans le foyer du camp. Mais personne n'a le temps de regarder, tous les soldats sont mobilisés sur les évacuations. L'aéroport d'Abidjan a été transformé en dortoir géant. Les rapatriés français sont amers. En France, j'ai rien. Ma fille est née ici et je voudrais bien qu'elle continue à vivre ici, mais en sécurité. Vous êtes là depuis combien de temps, madame? 20 ans. 20 ans? Oui, j'ai subi 2 coups d'État et là, mais je pense que cette fois c'est plus grave. Plus grave parce qu'on ressent de la haine, chose qu'il n'y avait pas avant. Pour vous, c'est fini la Côte d'Ivoire? C'est fini la Côte d'Ivoire. Grosse croix dessus, terminé. Jessie et Marion Stouvenel iront finir l'année scolaire chez leur grand-mère dans les Vosges. C'est mon papier. Je les emmène jusque là. Oui. À bientôt. Hein? Michel Stouvenel, lui, reste encore quelque temps pour voir. Il le sait, les attaques anti-françaises laisseront des traces. 4 jours de feu à Abidjan, une sorte de crépuscule pour les Blancs. Beaucoup d'entre eux ne reviendront pas. Alors vous l'avez entendu dans le sujet, en ce qui concerne les événements devant l'Hôtel Ivoire, il y a quand même eu 7 à 8 morts, on n'a pas encore le chiffre exact. La version officielle de l'armée française, c'est que c'est un échange de coups de feu entre la gendarmerie ivoirienne et des éléments armés à l'intérieur de la manifestation et que donc les soldats français auraient tiré pour protéger les gendarmes ivoiriens. Ça nous a pris un certain temps, mais on a retrouvé l'officier de la gendarmerie ivoirienne qui était justement chargé de gérer le maintien de l'ordre devant l'Hôtel d'Ivoire. C'est le colonel Georges Guibé-Point. On l'a interviewé par téléphone depuis Abidjan. Voilà sa version des faits. Colonel, qu'est-ce qui provoque les tirs à un moment donné ? Et il faut dire que j'ai essayé autant que je pouvais de faire en sorte que la foule recule. Et la foule, je précise qu'elle n'était pas violente, qu'elle n'était pas armée. Il n'y avait pas de bâton dans la foule, il n'y avait pas de cailloux, parce que c'était quand même dans l'après-midi, je voyais parfaitement, j'étais au contact de la foule. J'ai eu le temps de voir parfaitement tous ces gens-là. Seulement, ils ne reculaient pas, ça c'est vrai. Et sur ce, le colonel, il m'a dit qu'ils étaient suffisamment débordés et que si dans 20 minutes rien n'était fait, il serait obligé de tirer. Le colonel d'Estremont, j'étais pressé par lui. À chaque 5 minutes, il me disait, si dans 20 minutes la situation ne s'arrange pas, je serai obligé de faire tirer. À 3 reprises, je précise, à 3 reprises, il a donné l'ordre de tirer et je l'en dissuadais chaque fois. Il dit, je devais donner l'ordre de tirer. Je dis, colonel, donnez-moi la possibilité, accordez-moi encore le temps de faire en sorte que les gens reculent et qu'on arrive à solutionner cette affaire-là par la voie du dialogue. À la 4e reprise, il n'a pas voulu, il n'a pas jugé nécessaire de s'adresser à moi, il a donné directement et distinctement l'ordre de tirer. Je précise que mes hommes étaient au contact de la foule, en train de repousser la foule,
Moi, j'étais avec le Destremont derrière les engins. Et donc, quand il a donné l'ordre de tirer, ces hommes n'ont même pas attendu que mes hommes à moi, quittent le contact de la foule et on a tiré indistinctement dans la foule et sur mes hommes. Vous voulez dire que vous-même, qui travaillez avec l'armée française, vous avez eu des pertes dues à l'armée française? J'ai eu un gendarme tué par l'armée française. Un autre gendarme blessé par l'armée française. Colonel, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu des tirs isolés dans la foule qui auraient provoqué la riposte des Français? J'ai dit que les tirs ont commencé sur instruction, sur ordre du colonel Destremont. J'étais avec lui. Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est ils n'ont pas tiré au hasard, les militaires français. C'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. Moi, on m'a appelé du Bima le mardi matin. J'ai un ami au Bima qui m'a appelé le mardi matin et qui m'a dit exactement ce qu'il dit. Fais attention parce que les maçons qui sont à l'hôtel Ivoire, c'est le régiment qui a perdu 8 hommes à Bouaké. Et donc, ils sont là-bas, ils sont prêts à tout. Ils vont tirer sans sommation et fais attention. Dimanche 28 novembre, au cours du grand jury RTL Le Monde LCI, la ministre de la Défense Michèle Alliot-Marie reconnaissait que les soldats français avaient fait usage total de leurs armes à feu, notamment devant l'hôtel Ivoire et sur les ponts. Lorsque on a voulu empêcher, en particulier nos blindés, de rejoindre Abidjan pour les empêcher de protéger nos ressortissants et les ressortissants étrangers victimes d'exactions, ils ont été amenés à tirer. Ils ont fait tout à fait naturellement des tirs de sommation et dans certains cas, sans doute, ils ont été amenés à faire un usage total de leurs armes à feu. Ça, c'est une réalité, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et alors, de la même façon, sur les ponts, il y a eu un certain nombre de tirs pour éviter quoi? Tout simplement que la foule qui était manipulée par ces gens armés, qui essayaient de l'entraîner pour empêcher que les ressortissants puissent être évacués de l'aéroport, ils ont été amenés à empêcher cette foule d'arriver au contact parce que là, on risquait d'avoir un véritable massacre. Donc là encore, il y a eu des victimes. Il y a sans doute eu quelques victimes. Nous ne le savons pas avec précision parce que notamment quand les choses se passent de nuit, il est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est terminé pour ce soir, mais c'est un sujet qu'on continuera à suivre dans les mois qui viennent, en toute indépendance. Le deuxième événement fort de ces dernières semaines, c'est évidemment la mort d'Arafat. Et aujourd'hui, en Palestine, la grande inconnue, ce sont les jeunes rebelles armés palestiniens, et notamment ceux des brigades Al-Aqsa, qui est un groupe qui était inféodé à Arafat, sous la responsabilité d'Arafat. Ces